Pendant ma chirurgie du dos, mes parents ont vidé mon fonds d'études de 31 000 €. Le texto de ma mère, fais-le maintenant. Une infirmière a vu l'alerte sur mon portable et a agi. À mon réveil, un homme était dans la chambre pour m'aider. Je m'appelle Célestine Dubois. J'ai 21 ans. Pendant que j'étais complètement inconsciente sous anesthésie pour une chirurgie de la colonne vertébrale, ce que j'avais imploré pendant 2 années d'agonie, mes propres parents ont transféré chaque dernier centime, 31 247 € et 83 centimes d'euros de mon fonds d'études directement sur le compte de ma sœur. Le message de ma mère à 9h39 ce matin-là était limpide, fais-le maintenant, pendant qu'elle ne peut pas vérifier. Ils n'ont pas seulement volé mon argent. Ils ont attendu que je sois droguée, paralysée et totalement impuissante parce qu'ils croyaient sincèrement que leur propre fille était trop pathétique, trop naïve et trop insignifiante pour jamais le remarquer ou riposter. Ils pensaient que c'était le crime parfait. Mais la seconde où j'ai ouvert les yeux, ils ont réalisé quelque chose qui les a anéantis. La fille qu'ils venaient d'essayer d'enterrer vivante avait été protégée depuis le début. Et ce fut le moment où tout a commencé à s'effondrer pour eux. Je suis en 3e année à l'université de la capitale, spécialisée en sciences politiques, parcours pré-droit, avec une moyenne générale de 16/20. Je travaille 15 heures par semaine comme assistante de recherche pour le professeur Moreau au département de droit constitutionnel. Je gagne 14 € de l'heure. J'économise chaque centime que je peux car, depuis 3 ans, je finance mes études universitaires avec des prêts étudiants et mon travail. Ma sœur aînée, Vanessa, a 26 ans. Elle a abandonné l'université en 3e année après que nos parents aient dépensé 90 000 € pour ses frais de scolarité privés hors de l'État. Elle vit actuellement chez nous, sans loyer, avec 45 000 € de dettes de carte de crédit provenant de ce qu'elle appelle ses aventures commerciales. D'abord, elle voulait être une influenceuse, puis une blogueuse lifestyle, puis une coach bien-être. Rien de tout cela n'a fonctionné. Elle a 847 abonnés sur Instagram, 0 clients, 0 revenus, et nos parents continuent de payer ses factures. C'est important parce que l'argent qu'ils m'ont volé, les 31 000 €, ne dormait pas là, sans rien faire. Il avait un but très spécifique. Ma grand-mère, Gisèle Dubois, avait créé un fonds fiduciaire éducatif pour moi en juin 2011. J'avais 6 ans. La fiducie était irrévocable, ce qui signifie que légalement personne, pas même mes parents, ne pouvait y toucher. Elle avait été mise en place dans un seul but, payer ma dernière année d'université et ma première année de droit. Grand-mère Gisèle avait été très précise à ce sujet. Je me souviens avoir surpris une conversation quand j'avais 11 ans, debout dans le couloir devant la cuisine. Elle parlait à ma mère. L'argent n'est pas pour les 4 années, avait dit grand-mère. C'est pour la ligne d'arrivée. Ils la soutiendront au début. C'est à la fin qu'ils saboteront. Assure-toi qu'elle puisse finir. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire alors. Je le comprends maintenant. Grand-mère Gisèle est décédée en septembre 2021. Elle avait 74 ans. J'en avais 16. Lors de ses funérailles, j'ai serré la main d'un homme nommé Maître Antoine Mercier. C'était son avocat. Il m'a dit qu'il avait été nommé fiduciaire de mon fonds d'éducation, et que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je devais l'appeler. Je l'ai remercié et je l'ai oublié. Je ne savais pas que cette poignée de main me sauverait la vie 5 ans plus tard. Mes parents ont toujours favorisé Vanessa. Je ne dis pas cela pour être dramatique. C'est juste un fait. Quand nous étions enfants, Vanessa avait des leçons de piano privées, des cours d'art, des camps de théâtre d'été. J'avais des activités scolaires publiques et des vêtements de seconde main. Quand Vanessa a eu 16 ans, nos parents lui ont acheté un SUV citadine neuf pour 28 000 € et ont payé son assurance. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai acheté une citadine d'occasion pour 4 500 € avec l'argent que j'avais économisé en faisant du babysitting. J'ai payé ma propre assurance. Quand Vanessa est allée à l'université, ils ont tout payé. Des frais de scolarité hors de l'État dans une université privée, 62 000 € par an. Quand j'ai commencé l'université, j'ai rempli seul les formulaires d'aide financière et j'ai contracté des prêts étudiants. J'ai utilisé le fonds fiduciaire de grand-mère Gisèle pour couvrir ce que les prêts ne couvraient pas,
et j'ai travaillé à temps partiel pour couvrir mes frais de subsistance. Je ne me suis jamais plainte. Je me suis dit que c'était juste comme ça. Vanessa était la créative, la sensible, celle qui avait besoin de plus de soutien. J'étais la responsable, celle qui se débrouillerait seule. J'ai cru cela longtemps, mais quelque chose a changé au cours des 2 dernières années. Le favoritisme est passé de subtil à flagrant, de préférence à quelque chose qui ressemblait à de l'effacement. Et cela a commencé avec mon dos. Je suis née avec une scoliose. C'est une courbure de la colonne vertébrale. Pendant la majeure partie de mon enfance et de mon adolescence, c'était gérable, un léger inconfort. J'ai porté un corset pendant un certain temps au collège. Au moment où je suis arrivée à l'université, je l'avais presque oublié. Mais en 2e année, quelque chose a changé. La courbure a commencé à progresser rapidement. En janvier 2024, j'avais des douleurs constantes. Je ne pouvais pas assister à un cours sans que mon dos ne crie. Je ne pouvais pas dormir. Je prenais de l'ibuprofène jusqu'à ce que mon estomac me fasse plus mal que ma colonne vertébrale. Je suis allée voir un chirurgien orthopédiste, le docteur Martin. Il a mesuré ma courbure à 68 degrés. Vous avez besoin d'une opération, a-t-il dit. Une arthrodèse vertébrale. Nous ne pouvons pas attendre. Si elle dépasse 70 degrés, vous risquez de graves complications. Je suis rentrée chez moi et j'ai raconté ça à mes parents. Mon père a froncé les sourcils. Ma mère a soupiré. Combien coûte l'opération, a demandé mon père. La franchise est de 12 000 €, ai-je dit. L'assurance couvrira le reste, mais nous devons payer cela à l'avance. Ma mère a secoué la tête. Nous n'avons pas ce genre d'argent en ce moment, ma chérie. Nous sommes à court. Pouvons-nous faire un prêt, ai-je demandé. Nous ne pouvons pas nous permettre un autre prêt, a dit mon père. Nous remboursons déjà la maison et les voitures. Peut-être dans 1 an ou 2, quand les choses se calmeront. Le docteur Martin a dit, je ne peux pas attendre aussi longtemps. Ma mère a traversé la table et m'a serré la main. Nous trouverons une solution. En attendant, essaie juste de gérer la douleur du mieux que tu peux. Je les ai crus. J'ai pensé qu'ils disaient la vérité. Alors, j'ai travaillé. J'ai pris des quarts supplémentaires. Je suis passée de 15 heures par semaine à 25. J'ai économisé tout ce que je pouvais. J'ai arrêté d'acheter de nouveaux vêtements. J'ai arrêté de sortir avec des amis. Chaque euro allait sur un compte épargne étiqueté « Fonds chirurgie ». En décembre 2025, j'avais économisé 6 800 €. Ce n'était pas 12 000 €, mais c'était quelque chose. Pendant ce temps, ma douleur s'aggravait. En juin 2025, ma courbure avait atteint 70 degrés. Je m'évanouissais à la bibliothèque à cause de la douleur. J'ai manqué des cours. Ma moyenne générale est passée de 16,5/20 à 16/20 parce que je ne pouvais physiquement pas rester assise pendant les examens. Et chaque fois que je demandais de l'aide à mes parents, un prêt, quoi que ce soit, la réponse était la même, nous n'avons pas. Nous sommes fauchés. Nous faisons de notre mieux. Mais voici ce que je ne savais pas. Pendant que je me tuais à la tâche, pendant que je m'évanouissais de douleur, pendant que j'économisais chaque centime, mes parents dépensaient de l'argent pour Vanessa. En 2024, ils ont dépensé 2 200 € pour un site web pour son blog Lifestyle, 3 500 € pour un cours de coaching professionnel pour son entreprise de coaching bien-être, 850 € pour une séance photo professionnelle pour son Instagram. En août 2024, ils ont contracté une ligne de crédit sur valeur immobilière de 15 000 €. Ils m'ont dit que c'était pour des réparations de la maison. Ce n'était pas le cas. C'était pour rembourser la dette de carte de crédit de Vanessa. En novembre 2024, j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient me prêter 2 000 € pour que je puisse consulter un spécialiste de la gestion de la douleur. Ils ont dit non. Ils étaient à court. La même semaine, ils ont payé 2 100 € pour que Vanessa suive un cours de coaching professionnel. J'ai trouvé le reçu plus tard. Même semaine, même compte bancaire.
En février 2025, j'ai demandé s'il pouvait m'aider à payer la kinésithérapie. 180 € par séance. J'avais besoin de 8 séances, soit 1440 € au total. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Ce mois-là, ils ont dépensé 850 € pour une séance photo de marque pour le profil d'influenceuse de Vanessa. En juin 2025, j'ai demandé s'ils pouvaient m'aider à acheter un meilleur matelas. Mon dos me faisait tellement mal que je ne pouvais pas dormir. J'en ai trouvé un pour 600 €. Ils ont dit non. C'était un article de luxe. Le même mois, ils ont acheté à Vanessa un ring light et une nouvelle caméra pour 1220 €. En novembre 2025, j'ai demandé à ma mère si elle pouvait couvrir le renouvellement de mes médicaments antidouleurs, 85 €. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se le permettre. J'ai vérifié mon compte bancaire plus tard cette semaine-là. Il y avait une note de mon prêteur étudiant me rappelant que je devais 400 € d'ici la fin du mois. J'ai payé avec l'argent que j'avais économisé pour l'opération. J'ai découvert plus tard, bien plus tard, lorsque les relevés bancaires ont été assignés, que le 8 novembre 2025, mes parents avaient payé 600 € pour le paiement minimum de la carte bancaire Visa de Vanessa. Le 8 novembre 2025, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre 85 € pour mes médicaments. Le même jour. Je veux que vous compreniez ceci. Pendant 2 ans, j'ai cru que mes parents avaient des difficultés. J'ai cru qu'ils faisaient de leur mieux. J'ai cru que j'étais égoïste de demander de l'aide alors qu'ils n'en avaient manifestement pas. Je ne savais pas qu'ils avaient 67 400 €. Je ne savais pas qu'ils les avaient dépensés pour Vanessa pendant tout ce temps. Je ne savais pas que ma douleur, mes 2 années de souffrance, était un choix qu'ils avaient fait. En décembre 2025, quelque chose a changé. Je me suis évanouie pendant un cours. Mon professeur a appelé une ambulance. Je me suis réveillée aux urgences avec le docteur Martin penché sur moi. Célestine, a-t-il dit, votre courbure est maintenant à 70 degrés. Nous ne pouvons plus retarder l'opération. Si nous attendons, vous risquez des dommages permanents, voire une paralysie. J'ai commencé à pleurer. Je n'ai pas l'argent. Et vos parents? Ils n'ont pas non plus, docteur. Le docteur Martin m'a regardé longtemps. Puis il a dit, laissez-moi voir ce que je peux faire. Je vais parler au service de facturation. Nous trouverons une solution. 3 jours plus tard, ma mère m'a appelé. Bonne nouvelle, a-t-elle dit. Nous avons trouvé l'argent pour ton opération. Nous la programmons pour le 10 février. J'ai pleuré à nouveau, mais cette fois c'était de soulagement. J'ai pensé qu'ils avaient trouvé un moyen. J'ai pensé qu'ils avaient trouvé la solution. J'ai pensé que peut-être ils avaient contracté un autre prêt ou emprunté à de la famille ou fait quelque chose, n'importe quoi pour m'aider. Je ne savais pas ce qu'ils avaient réellement fait. Le 28 décembre, mes parents ont ouvert un compte courant joint avec Vanessa. Ils m'en ont parlé pendant un reste de dîner de Noël. Nous aidons Vanessa à rétablir son crédit, a dit ma mère, en versant de la sauce au canneberge dans mon assiette. Elle est en train de reprendre sa vie en main. J'ai souri. J'ai vraiment souri. J'étais heureuse pour elle. 43 jours plus tard, ce compte recevrait chaque centime de mon avenir. L'infrastructure de ma trahison construite pendant un dîner de fête. Le 10 février 2026, mardi matin. Je me suis réveillée à 5 heures. Ma colocataire et meilleure amie, Jordan Leclerc, m'a conduite à l'hôpital. Nous sommes arrivés à 6h15. Mes parents étaient déjà sur le parking. Mon père tenait un bouquet de fleurs de supermarché. Ma mère m'a serré dans ses bras. Nous serons là quand tu te réveilleras, ma chérie, a-t-elle dit. Je l'ai cru. Jordan est resté avec moi jusqu'à 6h45, puis est parti pour son cours du matin. Elle m'a serré la main avant de partir. Tu vas très bien t'en sortir, a-t-elle dit. Je reviendrai cet après-midi. L'infirmière qui m'était assignée s'appelait Jackie Duval. Elle avait peut-être 35 ans, avec des yeux gentils et un sourire chaleureux. Elle m'a tenu la main pendant qu'il mettait la perfusion. Première opération, a-t-elle demandé.
Oui. Tu vas très bien t'en sortir. Le docteur Martin est le meilleur. Tu te réveilleras et tout cela sera fini. Elle m'a demandé mes coordonnées de contact d'urgence. Je lui ai donné le numéro de ma mère, puis celui de mon père. Quelqu'un d'autre, a demandé Jackie. Juste au cas où. J'ai réfléchi un instant. Puis je me suis souvenu des documents de la fiducie que j'avais signés à mes 18 ans. Il y avait une exigence de lister le fiduciaire comme contact d'urgence pour les questions financières. Maître Antoine Mercier, ai-je dit, c'est l'avocat de ma grand-mère. Il gère un fonds fiduciaire pour moi. Jackie l'a noté. Je n'y ai plus pensé. À 7h15, ils m'ont emmené dans la salle de préau. Mes parents étaient là. Ma mère m'a embrassé le front. Mon père m'a serré l'épaule. Nous sommes si fiers de toi, a dit mon père. À 7h18, l'anesthésiologiste a administré l'anesthésie. Je me souviens de la sensation de froid qui se répandait dans mon bras. Je me souviens du visage de ma mère. Je me souviens avoir pensé, Dieu merci, cela arrive enfin. La dernière chose que j'ai dite avant de m'endormir fut, merci pour tout. Je le pensais pour mes parents. Je ne savais pas que dans 98 minutes, il prouverait que j'aurais dû remercier quelqu'un d'autre entièrement. Je ne me souviens pas de l'opération, évidemment, mais je sais exactement ce qui s'est passé pendant que j'étais inconsciente car plus tard, des semaines plus tard, Maître Antoine Mercier me décrirait la chronologie minute par minute avec les relevés bancaires, les journaux d'appel et les messages textes. Voici ce qui s'est passé. Alors que des tiges de titane étaient fusionnées à ma colonne vertébrale, à 9h39, ma mère a envoyé un message texte à mon père. Ils étaient tous deux assis dans la salle d'attente de l'hôpital. Le texte disait « Fais-le maintenant pendant qu'elle ne peut pas vérifier ». À 9h43, mon père a ouvert l'application bancaire mobile sur son téléphone. À 9h44, il s'est connecté à mon compte. Pas son compte. Le mien, le fonds fiduciaire éducatif Gisèle Dubois. Il a utilisé les identifiants que je lui avais donnés en août 2023, le jour où j'avais commencé l'université. J'avais 18 ans, terrifiée, submergée. Mes parents avaient proposé de m'aider à configurer mes services bancaires. Juste en cas d'urgence, avait dit mon père, pour que nous puissions aider si quelque chose tourne mal. Je lui avais donné mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Je l'avais enregistré dans les notes de son téléphone. Je lui faisais confiance. À 9h46, mon père a navigué vers le compte de la fiducie. Solde, 31 247,83 €. À 9h47, il a initié un virement bancaire du fonds fiduciaire éducatif Gisèle Dubois vers le compte courant joint de Patricia Dubois et Vanessa Dubois. Montant, 31 247,83 €, chaque dernier centime. Dans la ligne de mémo, il a tapé « Remboursement de frais éducatifs ». Comme si cela le rendait légitime. À 9h48, le virement a été effectué. À 9h48, 2 alertes ont été envoyées. L'alerte numéro 1 est allée à mon téléphone, qui était posé face visible sur la table de chevet dans la salle de réveil. L'écran s'est allumé. Virement moins 31 247,83 € vers P. Dubois et V. Dubois compte courant joint. L'alerte numéro 2 est allée à une adresse email que je n'avais jamais vue, antoine.mercieravocat.com. L'objet disait « Alerte de décaissement de fiducie. 31 247,83 € retirés. » À 9h52, Maître Antoine Mercier a vu l'email. Il était dans son bureau à 28 km de là, à Campagne-sur-Loire. Il vérifiait ses emails toutes les 30 minutes pendant les heures de travail. C'était l'une de ses vérifications. Il a ouvert l'alerte. Il a vu le montant. Il a vu le compte du destinataire. Il a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. À 9h54, il a appelé la ligne directe antifraude de la Banque Première. À 10h05, la banque a confirmé ce qu'il savait déjà, le retrait n'était pas autorisé par le fiduciaire. Il était allé sur un compte non bénéficiaire. Fraude potentielle. À 10h15, Maître Antoine a appelé l'hôpital.
J'ai besoin du bureau du médiateur des patients immédiatement, a-t-il dit. Il y a une exploitation financière en cours. À 10h45, Maître Antoine Mercier est entré dans l'hôpital. Il avait conduit 35 minutes à travers le trafic du matin. Il est allé directement au bureau du médiateur des patients. À 11h, mes parents ont quitté l'hôpital. Ils ont dit à l'infirmière Jackie qu'ils allaient déjeuner. On revient bientôt. Ils ne sont pas revenus avant 4 heures. À 11h24, la carte bancaire Visa de mon père a été débitée de 47,83 € dans un restaurant italien. Le reçu, que Maître Antoine assignerait 6 semaines plus tard, montrait 2 entrées, des graissins et un tiramisu. Il célébrait. Pendant que j'étais encore sur la table d'opération, toujours inconsciente, toujours à leur faire confiance. Mes parents partageaient un dessert. À 11h30, l'infirmière Jackie est entrée dans le bureau du médiateur des patients. Elle pensait à quelque chose depuis le matin. À 9h48, elle me surveillait dans la salle de réveil, s'assurant que tout était prêt pour ma sortie de chirurgie. Mon téléphone était posé sur la table de chevet. Je lui avais demandé de le surveiller au cas où mon école appellerait pour mon quart d'assistante d'enseignement. L'écran s'était allumé. Elle y avait jeté un coup d'œil. Juste un coup d'œil. Virement moins 31 247,83 € vers P. Dubois et V. Dubois compte courant juin. Jackie s'était figée. Elle avait revu le montant. 31 000 €. Vanessa Dubois. C'était le nom de ma sœur. Je l'avais mentionné une fois en préau quand Jackie avait demandé si j'avais des frères et sœurs. Quelque chose n'allait pas. Jackie avait travaillé dans des hôpitaux pendant 8 ans. Elle avait déjà vu des abus financiers. Généralement, c'étaient des patients âgés, des enfants adultes volant leurs parents âgés. Mais elle avait aussi vu des cas avec des patients plus jeunes, des patients vulnérables, des patients qui ne pouvaient pas se défendre, des patients qui étaient inconscients pendant une opération. Elle a regardé la carte de contact d'urgence attachée à mon dossier. 3 noms, maman, papa, Maître Antoine Mercier, avocat, fiducie Gisèle Dubois, un avocat pour une fiducie. Jackie avait décroché le téléphone. Maintenant, à 11h30, elle était assise en face de Maître Antoine Mercier et du médiateur des patients, un homme nommé Denis Boyer. J'ai vu une alerte bancaire sur le téléphone de ma patiente, a dit Jackie. Un gros virement, le nom de sa sœur, et le timing semblait suspect. Elle est en chirurgie depuis 7h30. Pourquoi quelqu'un déplacerait-il autant d'argent pendant qu'elle est inconsciente? Maître Antoine a glissé un dossier sur la table. Parce qu'il pensait qu'elle ne pourrait pas les arrêter. Je me suis réveillée à 13h45. La première chose que j'ai ressentie fut de la douleur. Ma gorge me faisait mal à cause du tube respiratoire. Mon dos me faisait mal, mais c'était une douleur différente, plus vive, plus localisée. Mes jambes étaient engourdies. C'était normal, m'ont-ils dit. La sensation reviendrait dans 1 heure ou 2. La première chose que j'ai vue fut l'infirmière Jackie. Elle se tenait près de mon lit et elle semblait inquiète. La deuxième chose que j'ai vue fut 2 hommes que je ne reconnaissais pas. L'un était plus âgé, peut-être fin de la cinquantaine, portant un costume gris et des lunettes de lecture. Il avait un visage aimable, mais son expression était sérieuse. L'autre était plus jeune, peut-être la quarantaine, portant un badge d'hôpital indiquant « médiateur des patients ». Mademoiselle Dubois, a dit l'homme plus âgé doucement. Je m'appelle Maître Antoine Mercier. Je suis l'avocat du fonds fiduciaire éducatif Gisèle Dubois. J'ai besoin que vous restiez très calme, mais je dois vous dire quelque chose. J'étais encore groggy. J'ai cru que je rêvais. Pendant que vous étiez en chirurgie, a-t-il continué, vos parents ont transféré 31 247,83 € de votre compte fiduciaire vers un compte joint avec votre sœur. Je l'ai fixé. Les mots n'avaient pas de sens. Je ne comprends pas, ai-je dit. Maître Antoine a rapproché une chaise de mon lit. Il s'est assis lentement, comme s'il craignait que je panique. Je suis ici parce que votre grand-mère s'est assurée que vous seriez protégé, a-t-il dit. Il a sorti son téléphone et l'a tourné vers moi.
Il y avait une capture d'écran d'une alerte bancaire. Mon alerte bancaire, virement moins 31 247,83 € vers P. Dubois et V. Dubois compte courant juin. Horodatage, 9h48. J'ai regardé l'écran. J'ai regardé Maître Antoine. J'ai regardé l'infirmière Jackie. Je ne comprends pas, ai-je répété. Maître Antoine a sorti un autre téléphone, une impression d'enregistrement de messages textes. Il les avait déjà assignés. Il avait agi si vite. Il a montré un message envoyé à 9h39 de Patricia Dubois à Daniel Dubois. Message, fais-le maintenant pendant qu'elle ne peut pas vérifier. Je l'ai lu 3 fois. Fais-le maintenant pendant qu'elle ne peut pas vérifier. Ma mère. Ma mère avait envoyé ça. Ils ont utilisé les identifiants que vous leur aviez donnés, a dit Maître Antoine, probablement lorsque vous avez configuré vos services bancaires pour la première fois. Ils ont accédé à votre compte fiduciaire pendant que vous étiez inconsciente et ont transféré chaque centime vers un compte qu'ils avaient ouvert avec votre sœur 6 semaines auparavant. J'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Mais ils ne peuvent pas faire ça, ai-je dit. C'est mon argent. Ce n'est pas votre argent, a dit Maître Antoine doucement. C'est l'argent de la fiducie, et ils n'ont pas le droit d'y toucher du tout. Ce n'est pas un différend familial, Célestine. C'est un crime. La pièce tournait. Où sont-ils, ai-je demandé. Ils ont quitté l'hôpital à 11h, a dit Denis Boyer. Ils ne sont pas revenus. Maître Antoine a fouillé dans sa mallette et a sorti un document. Il était vieux, jauni sur les bords. J'ai reconnu la signature de ma grand-mère en bas. Votre grand-mère a créé cette fiducie le 15 juin 2011, a dit Maître Antoine. Vous aviez 6 ans. Voulez-vous savoir ce qu'elle a écrit? Je ne pouvais pas parler. J'ai hoché la tête. Maître Antoine a lu à voix haute, cette fiducie existe uniquement pour l'avancement éducatif de Célestine Marie Dubois. En aucun cas, les fonds ne peuvent être détournés vers un autre bénéficiaire ou un autre but. Je nomme Maître Antoine Mercier fiduciaire avec pleine autorité pour surveiller, enquêter et engager des poursuites judiciaires contre tout accès non autorisé, y compris, mais sans illimité, l'accès par les parents ou tuteurs de la mineure. Il a levé les yeux vers moi. Elle savait, a-t-il dit. Il y a 15 ans, elle savait que cela pourrait arriver, et elle s'est assurée que je veillerais. J'ai commencé à pleurer, non pas de douleur, mais de quelque chose que je ne pouvais même pas nommer. Maître Antoine a glissé le document sur mon lit d'hôpital. La date en haut, 15 juin 2011. J'avais 6 ans. Vanessa aurait eu 11 ans. Elle est venue à mon bureau, a dit Maître Antoine doucement, et m'a dit qu'elle ne faisait pas confiance à son fils et à sa belle-fille avec de l'argent. Elle a dit que tu aurais besoin de protection un jour. Elle m'a fait promettre de veiller. Ma grand-mère était morte depuis 5 ans. Elle tenait toujours sa promesse. Pendant les 3 jours suivants, je suis restée à l'hôpital. Jordan venait chaque après-midi et s'asseyait avec moi. Elle m'apportait des devoirs de mes cours, des magazines, des collations du distributeur automatique. Elle ne posait pas de questions. Elle restait juste assise là. Maître Antoine venait chaque matin. Il apportait un ordinateur portable et me montrait des choses que je ne voulais pas voir. Des relevés bancaires. 5 ans de transactions. Chaque euro que mes parents avaient dépensé pour Vanessa tout en me disant qu'ils étaient fauchés. 2021, 4 200 € pour le fonds Vanessa se cherche après son abandon scolaire. 2022, 8 900 € pour l'équipement d'influenceuse, ring lights, caméra, logiciel de montage. 2023, 12 600 € pour un site web de blogueuse lifestyle, coaching d'entreprise. 2024, 18 300 € pour le lancement de coach bien-être, plus de coaching, plus d'équipement, plus de tentatives échouées. 2025, 23 400 € pour des cautions de loyer que Vanessa n'a jamais remboursées, des paiements de cartes de crédit, des renflouements. Total, 67 400 €. Pendant que j'économisais 6 800 € en travaillant 25 heures par semaine dans une douleur chronique, mes parents avaient donné 67 400 € à Vanessa. Maître Antoine m'a montré un tableur qu'il avait créé.
D'un côté, les paiements à Vanessa. De l'autre, mes demandes refusées. Les mêmes semaines, parfois les mêmes jours. 15 novembre 2024, les parents ont payé 2100 € pour le cours de coaching d'entreprise de Vanessa. J'avais demandé 2000 € pour un spécialiste de la douleur. Refusé. Nous sommes fauchés. 20 février 2025, les parents ont payé 850 € pour la séance photo de Vanessa. J'avais demandé 1440 € pour la kinésithérapie. Refusé. Pas dans le budget. 10 juin 2025, les parents ont acheté à Vanessa pour 600 € d'équipement photo. J'avais demandé 600 € pour un meilleur matelas. Refusé. Article de luxe. 8 novembre 2025, les parents ont payé 600 € pour le paiement minimum de la carte de crédit de Vanessa. J'avais demandé 85 € pour mes médicaments antidouleurs. Refusé. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Le même jour, 8 novembre. Maître Antoine a surligné cette ligne. C'est celle qui va les détruire au tribunal, a-t-il dit. Le même jour, documenté, indéniable. Mais le pire, celui qui m'a fait me sentir physiquement malade, datait d'août 2024. Mes parents avaient contracté une ligne de crédit sur valeur immobilière de 15 000 €, une deuxième hypothèque. Je leur avais demandé ce mois-là pourquoi ils ne pouvaient pas m'aider avec les coûts de l'opération. Ils avaient dit, nous avons contracté une deuxième hypothèque pour des réparations de la maison. Nous sommes à court. Les relevés bancaires montraient où étaient allés ces 15 000 €. La dette de carte de crédit de Vanessa, chaque centime. Ils avaient emprunté sur leur maison pour payer la facture Visa de ma sœur. Puis ils m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre de m'aider à marcher sans douleur. Je veux que vous compreniez quelque chose, a dit Maître Antoine, en fermant l'ordinateur portable. Il ne s'agit pas de Vanessa qui avait plus besoin d'aide que vous. Il s'agit de vos parents qui ont fait un choix. Ils ont choisi son confort au détriment de votre santé. Ils ont choisi ses désirs au détriment de vos besoins. Et quand vous avez finalement eu besoin d'une opération au point de vous évanouir, ils n'ont pas soudainement trouvé d'argent. Ils ont vu une opportunité. Que voulez-vous dire? Ils ont programmé votre opération pour le 10 février. Cela leur laissait une fenêtre de 4 à 6 heures pendant lesquelles vous seriez complètement inconsciente. Complètement incapable de vérifier vos comptes ou d'arrêter un virement. Ils ont ouvert le compte joint avec Vanessa le 28 décembre, 43 jours avant votre opération. Ce n'était pas du désespoir, Célestine. C'était de la préméditation. Je l'ai regardé. Ils ont retardé mon opération, ai-je dit lentement, pendant 2 ans pour pouvoir synchroniser le vol. Le 11 février, Maître Antoine a déposé une injonction d'urgence auprès du tribunal judiciaire du comté de Sainte-Monique. La juge Denise Leroy a entendu l'affaire à 14h30. Mes parents sont arrivés avec un avocat commis d'office. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs. Les yeux de ma mère étaient rouges. Mon père ne regardait personne. Leur avocat a tenté de soutenir qu'il s'agissait d'un différend familial. La juge Leroy l'a interrompu. La victime était inconsciente pendant l'opération. Elle a dit, ce n'est pas un différend familial. C'est de l'exploitation criminelle. Elle a accordé l'injonction, un gel complet du compte joint, restitution totale dans les 72 heures. Le 13 février à 11 heures, un virement a été effectué du compte courant joint de Patricia Dubois et Vanessa Dubois vers le fonds fiduciaire éducatif Gisèle Dubois. Montant, 31 247 € et 83 centimes d'euros, chaque dernier centime. Maître Antoine m'a appelé cet après-midi-là. C'est de retour, a-t-il dit, et j'ai ajouté une mesure de sécurité. Tout retrait de plus de 1000 € nécessite désormais ma double autorisation. Ils ne peuvent plus y toucher. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé. Maintenant, a dit Maître Antoine, le procureur de la République décide d'engager des poursuites pénales. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, ce qui semblait être une sorte de blague cosmique, je suis sortie de l'hôpital. Jordan est venu me chercher, mais elle ne m'a pas ramené à notre résidence universitaire. Mes parents veulent que tu restes avec nous, a-t-elle dit.
Juste le temps que tu te remettes suffisamment pour gérer les escaliers. Jordan, je ne peux pas, ils ont déjà préparé la chambre d'amis. J'ai commencé à pleurer sur le siège passager. Jordan a tendu la main et m'a serré la sienne. Tu n'es pas un fardeau, a-t-elle dit. Tu es de la famille. La famille Leclerc vivait dans une maison de 3 chambres à Bois-Rouge, à 15 minutes du campus. Le père de Jordan, Robert, était professeur de lycée. Sa mère, Linda, était infirmière praticienne. Son petit frère, Théo, avait 14 ans. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, Linda attendait à la porte. Elle m'a serré dans ses bras avec précaution, attentive à mes points de suture. Nous avons préparé la chambre d'amis, a-t-elle dit. Drap de lavande. Je me souviens que tu as dit que tu aimais la lavande. Je ne me souvenais pas avoir dit cela, mais elle s'en souvenait. Robert a monté mes médicaments post-opératoires à l'étage. Théo hésitait à la porte, maladroit et timide. Tu aimes la pizza, a-t-il demandé. Maman prépare ton plat préféré pour le dîner. Je ne savais pas quel était mon plat préféré. Je ne le leur avais jamais dit, mais Linda l'avait d'une manière ou d'une autre deviné. Cette nuit-là, après le dîner, je suis montée dans la chambre d'amis. Les draps sentaient la lavande. Il y avait un verre d'eau sur la table de chevet, un coussin chauffant pour mon dos, une pile de livres que Théo avait sortis de sa chambre parce qu'il pensait que je pourrais m'ennuyer. Je me suis assise au bord du lit et j'ai pleuré pendant 1 heure, non pas de douleur, mais en réalisant ce qu'une famille était censée ressentir. Le 20 février, le bureau du procureur de la République a déposé des accusations pénales. Accusation 1, vol aggravé, crime, selon l'article L.xxx du Code pénal français, plus de 25 000 € volés. Accusation 2, fraude informatique, crime, selon l'article L.YYY du Code pénal français, accès non autorisé à des systèmes informatiques. Accusation 3, fraude électronique, fédérale. 18 USC section 1343, transfert électronique de fonds volés. Accusation 4, exploitation financière d'un adulte vulnérable, Code de l'action sociale et des familles, vol commis alors que la victime était en incapacité pendant une procédure médicale. L'assistante du procureur de la République chargée de l'affaire était une femme nommée Amanda Perrin. Elle était spécialisée dans les cas d'exploitation financière. Elle m'a appelé le 21 février. Je veux que vous sachiez, a-t-elle dit, que nous prenons cela au sérieux. Ce que vos parents ont fait n'était pas seulement moralement répréhensible, c'était illégal, et nous allons nous assurer qu'il y ait des conséquences. Quel type de conséquences ? Ai-je demandé. S'ils sont reconnus coupables de toutes les accusations, ils risquent 2 à 4 ans de prison d'État. Mais de manière réaliste, ils accepteront un accord de plaidoyer. Primo-délinquant, pas de violence, restitution complète déjà effectuée. Le juge acceptera probablement une peine avec sursis, avec mise à l'épreuve et conditions. Donc, ils n'iront pas en prison ? Probablement pas. Mais ils auront un casier judiciaire. Ils seront en période de mise à l'épreuve pendant 5 ans. Et s'ils violent les termes, en particulier une ordonnance de non-contact, ils purgeront leur peine. Est-ce que cela vous semble juste ? J'y ai réfléchi. Je ne veux pas qu'ils aillent en prison, ai-je dit. Je veux juste qu'ils sortent de ma vie. Alors c'est ce pourquoi nous nous battrons, a dit Amanda. Le 25 février, Vanessa a été assignée à comparaître pour une déposition sous serment. Elle a engagé un avocat. Mes parents ont payé les 3 500 € de provision, une autre dépense pour laquelle ils ont soudainement trouvé de l'argent. Le 3 mars, Vanessa s'est assise dans une salle de conférence avec son avocat, Amanda Perrin, Maître Antoine Mercier et un greffier. Maître Antoine m'a envoyé le compte rendu ce soir-là. Je l'ai lu dans la chambre d'amis des Leclerc, assise sur les draps de lavande. Q. Connaissiez-vous le fonds fiduciaire éducatif Gisèle Dubois ? R. Oui, maman m'en a parlé. Q. Quand ? R. Je ne sais pas, peut-être en 2022 ou 2023. Q. Avez-vous déjà discuté d'utiliser cet argent ? R. J'ai peut-être mentionné à mes parents que Célestine ne remarquerait pas s'ils empruntaient un peu. Elle est tellement occupée par ses études.
Q. Vous avez encouragé vos parents à prendre de l'argent du fonds fiduciaire de votre sœur. R. Ce n'était pas comme ça. J'ai juste dit je veux dire, j'avais besoin d'aide et elle avait cet argent qui ne servait à rien. Q. Vous avez 26 ans. Vous n'avez pas de dépendant, pas de handicap. Pourquoi aviez-vous besoin du fonds d'études de votre sœur? R. J'ai des dettes. Q. Des dettes de carte de crédit provenant de dépenses personnelles. R. Oui. Q. Que saviez-vous du transfert spécifique du 10 février? R. Pause. Regarde l'avocat. Je savais qu'ils allaient déplacer de l'argent ce jour-là. Q. Pendant que votre sœur était en chirurgie. R. Je n'ai pas pensé au timing. Q. Avez-vous pensé à elle du tout? R. Pas de réponse. J'ai lu cette dernière ligne 3 fois. Avez-vous pensé à elle du tout? Pas de réponse. J'ai pris mon téléphone. J'avais bloqué le numéro de Vanessa depuis l'opération. Je l'ai débloqué juste assez longtemps pour envoyer un message, tu as 26 ans. Tu avais des choix. Tu as choisi ceci. Ne me contacte plus. Puis je l'ai bloqué partout. Téléphone, email, Instagram, Facebook. J'en avais fini. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai vu le monde de mes parents s'effondrer de loin. Maître Antoine me tenait au courant. Il a dit qu'il était important que je comprenne ce qui se passait, même si je ne voulais pas être impliqué. Mes parents ont manqué leur paiement hypothécaire de mars, pour la première fois en 30 ans. Leur carte de crédit était toute plafonnée. Les paiements minimums totalisaient désormais 1 800 € par mois. Ils ne pouvaient pas les faire. La ligne de crédit sur valeur immobilière qu'ils avaient contractée pour la dette de Vanessa. 15 000 € à 8,9% d'intérêt leur coûtait plus de 1 300 € par mois en paiement. Le score de crédit de mon père est passé de 680 à 590. Vanessa vivait toujours avec eux, toujours au chômage, ne contribuant toujours à rien au foyer. La famille élargie avait commencé à prendre parti. La sœur de mon père, tante Carole, m'a appelé. Elle s'est excusée de ne pas avoir vu ce qui se passait plus tôt. Elle a proposé d'aider de toutes les manières possibles. Le frère de ma mère, oncle Jacques, a appelé mes parents et leur a dit qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec eux. Vous êtes seul maintenant, a-t-il dit. Mes 3 cousins, tous à peu près de mon âge, ont complètement cessé de parler à mes parents. Ils m'ont envoyé des messages de soutien. La famille se fracturait, et ce n'était pas moi qui la brisais. Le 10 mars, j'ai reçu une lettre par la poste. Elle venait de l'avocat de mes parents. À l'intérieur, une lettre d'excuse formelle. 3 paragraphes de « Nous avons fait une erreur et nous n'avons jamais voulu vous faire de mal ». Aucune mention des 2 années où il m'avait laissé souffrir. Aucune mention des 67 400 € de Vanessa. Aucune mention du message texte, fais-le maintenant pendant qu'elle ne peut pas vérifier. Juste un langage juridique conçu pour réduire leur peine. Je l'ai lu une fois. Puis je suis descendu dans le salon des Leclerc. Robert lisait le journal. J'ai levé la lettre. Puis-je utiliser votre cheminée, ai-je demandé. Il a regardé la lettre. Il m'a regardé. Puis il s'est levé et a ouvert la cheminée. Bien sûr. Allez-y, a-t-il dit. J'ai tenu la lettre au-dessus de la flamme, j'ai regardé les bords s'enrouler et noircir, je l'ai regardé brûler. Jordan est descendu et s'est tenu à côté de moi. Elle n'a pas demandé ce que je brûlais. Elle m'a juste tendu les allumettes. Au cas où tu voudrais recommencer, a-t-elle dit. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Pour la première fois depuis des semaines. L'audience de plaidoirie était prévue pour le 18 mars. Je n'avais pas à y aller. Amanda Perrin m'a dit que c'était mon choix, mais je voulais être là. Je voulais le voir. Jordan m'a conduite au palais de justice. Elle s'est assise au dernier rang. Maître Antoine s'est assis à côté de moi à la table du procureur. Mes parents sont entrés avec leur avocat, un homme nommé Maître Martin Lefebvre. Ma mère semblait avoir vieilli de 10 ans. Mon père ne voulait pas établir de contact visuel. La juge Denise Leroy est entrée.
Tout le monde s'est levé. Ce tribunal est convoqué pour l'audience de plaidoirie dans l'affaire Le Peuple contre Patricia Dubois et Daniel Dubois. Elle a dit, les accusés sont inculpés de vol aggravé, de fraude informatique, de fraude électronique et d'exploitation financière d'un adulte vulnérable. Maître Lefebvre, je crois comprendre que vos clients souhaitent plaider. Oui, votre honneur, les deux accusés plaident coupables à l'accusation de vol aggravé, en échange du rejet des accusations 2 à 4 et d'une peine avec sursis conditionnée à une restitution complète et à des conditions spécifiques. La juge Leroy s'est penchée en arrière sur sa chaise. Avant d'accepter cette plaidoirie, je vais examiner les preuves. Madame Perrin, veuillez résumer pour le compte rendu. Amanda s'est levée. Elle était calme, précise, dévastatrice. Votre honneur, le 10 février 2026, la victime, Célestine Dubois, subissait une arthrodèse vertébrale. Elle avait attendu 2 ans cette opération, car ses parents affirmaient qu'ils ne pouvaient pas se permettre la franchise de 12 000 €. Pendant l'opération, alors que mademoiselle Dubois était sous anesthésie générale, les accusés ont accédé à son compte fiduciaire en utilisant des identifiants qu'elle leur avait fournis pour les urgences. Ils ont transféré le solde total, 31 247,83 €, vers un compte joint qu'ils avaient ouvert avec leur autre fille 43 jours auparavant. Elle a fait une pause. Votre honneur, avec la permission du tribunal, j'aimerais lire un message texte envoyé le 10 février à 9h39. Procédé. Amanda a sorti une pièce à conviction imprimée. Elle a lu lentement, clairement. Fais-le maintenant pendant qu'elle ne peut pas vérifier. Fin de citation. Envoyé par l'accusée Patricia Dubois à l'accusé Daniel Dubois 98 minutes après que la victime ait été placée sous anesthésie. La salle d'audience est restée silencieuse. La juge Leroy a regardé mes parents. Madame Dubois, vous avez envoyé ce message texte sachant que votre fille était inconsciente pendant l'opération. Ma mère pleurait. Oui, votre honneur, mais nous allions, je ne demande pas d'explication pour l'instant, madame. Monsieur Dubois, vous avez reçu ce texte et avez ensuite exécuté le transfert. Mon père a hoché la tête. Oui, votre honneur. Vous pensiez que votre fille, paralysée sur une table d'opération, ne le remarquerait pas ou ne pourrait pas vous arrêter. Est-ce exact? Mon père a baissé les yeux. Nous étions désespérés. L'expression de la juge Leroy s'est durcie. Maître Lefebvre, je siège sur ce banc depuis 22 ans. J'ai vu des parents voler leurs enfants pour des drogues, pour des jeux d'argent, pour leur propre survie. C'est la première fois que je vois des parents voler leur enfant pendant une opération. Le niveau de préméditation, le timing calculé, l'exploitation de la vulnérabilité médicale. C'est l'un des cas de trahison familiale les plus troublants que j'ai rencontrés. Ma mère a éclaté en sanglots. La juge Leroy s'est tournée vers moi. Mademoiselle Dubois, vous avez le droit de faire une déclaration avant que j'accepte cette plaidoirie. Souhaitez-vous parler? Je me suis levée. Jordan m'avait aidé à m'entraîner. 3 minutes. Calme. Sans larmes. Votre honneur, je m'appelle Célestine Dubois. J'ai 21 ans. Je suis en 3e année à l'université de la capitale, j'étudie les sciences politiques avec l'intention d'aller à la faculté de droit. Le 10 février, j'ai subi une arthrodèse vertébrale. J'avais attendu 2 ans cette opération parce que mes parents m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre la franchise. Je les ai crus. J'ai travaillé 25 heures par semaine tout en suivant un cursus complet, économisant chaque euro que je pouvais. J'ai vécu avec une douleur chronique parce que je pensais que ma famille faisait de son mieux. Pendant que j'étais inconsciente, ils ont volé l'argent que ma grand-mère avait protégé pendant 15 ans. Ma grand-mère, Gisèle Dubois, est décédée en 2021. Avant de mourir, elle a dit à l'avocat qui avait mis en place ma fiducie qu'elle ne faisait pas confiance à mes parents avec de l'argent. Elle avait raison. Ce qu'ils ont pris n'était pas seulement de l'argent. C'était ma dernière année. C'était mes candidatures à la faculté de droit. C'était le dernier cadeau de ma grand-mère. Le cadeau de pouvoir terminer ce que j'avais commencé, quoi qu'il arrive. Ils ont synchronisé le vol avec mon opération parce qu'ils pensaient que j'étais trop faible, trop confiante, trop pathétique pour riposter.
Ils se sont trompés. J'ai appris quelque chose au cours des 5 dernières semaines. La famille, ce n'est pas le sang. C'est ceux qui sont présents. Mes parents n'étaient pas présents. Ils étaient présents pour me voler. Mais d'autres personnes étaient présentes. Mon infirmière, l'avocat de ma grand-mère, la famille de ma meilleure amie. Ce sont ma famille maintenant. Je ne veux pas que mes parents aillent en prison. Je ne veux pas de vengeance. Je veux qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait est impardonnable, que je ne leur parlerai plus jamais, et que la fille qu'ils ont sous-estimée va construire une vie dont ils ne feront jamais partie. Merci, votre honneur. Je me suis assise. Jordan m'a serré l'épaule depuis le rang derrière moi. La juge Leroy est restée silencieuse un long moment. Puis elle a parlé. Je suis prête à accepter l'accord de plaidoirie avec les conditions suivantes. Restitution complète de 31 247,83 € au fonds fiduciaire éducatif Gisèle Dubois, déjà effectué. Restitution additionnelle de 8 200 € pour les frais de justice de la victime. Restitution additionnelle de 3 600 € pour les frais médicaux non couverts par l'assurance. 5 ans de mise à l'épreuve sous surveillance. Ordonnance de non-contact permanente. Les accusés ne peuvent pas contacter directement ou indirectement Célestine Dubois. Si les accusés violent l'ordonnance de non-contact ou manquent un paiement, la peine avec sursis devient active. 16 mois de prison de compter. Les accusés doivent suivre des conseils financiers. Cette condamnation reste inscrite à leur casier judiciaire permanent. Elle a regardé mes parents. Comprenez-vous ces termes? Oui, votre honneur, ont-ils dit tous les deux. Souhaitez-vous dire quelque chose avant que j'accepte cette plaidoirie? Ma mère s'est tournée vers moi. Nous sommes si désolés, Célestine. Nous n'avons jamais voulu, j'ai regardé maître Antoine. Je ne veux pas entendre ça. La voix de la juge Leroy a retenti. Madame Dubois, mademoiselle Dubois a clairement indiqué qu'elle ne souhaitait pas vous entendre. C'est son droit, et vous le respecterez. Elle a pris son marteau. Le tribunal accepte la plaidoirie. Cette affaire est close. Le marteau est tombé. Ma mère pleurait toujours. Mon père fixait la table. La juge Leroy m'a regardé une dernière fois. Mademoiselle Dubois, avant de partir, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous avez géré cela avec plus de grâce et de dignité que la plupart des gens 2 fois plus âgés que vous. Votre grand-mère serait fière. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler. Puis je me suis levée. Maître Antoine a tenu la porte de la salle d'audience ouverte pour moi. Je suis sortie sous le soleil de mars. Je n'ai pas regardé en arrière. 2 semaines se sont écoulées depuis l'audience. Je vis toujours avec la famille Leclerc. Linda dit que je peux rester aussi longtemps que je veux. Théo m'apprend à jouer aux jeux vidéo. Robert m'apprend les échecs. Jordan s'assure que je fais mes exercices de kinésithérapie. Je suis retournée en cours le 25 mars. Charge de cours réduite, 12 crédits au lieu de 15. Mes professeurs ont tous été compréhensifs. Je suis en bonne voie pour figurer sur la liste d'honneur du doyen malgré 6 semaines d'absence. Le solde du compte fiduciaire est de nouveau à 31 247,83 €, plus les 8 200 € que mes parents ont payés en frais de justice, plus les 3 600 € pour les frais médicaux. Total, 43 047,83 €. C'est suffisant pour ma dernière année, pour les candidatures à la faculté de droit, pour le premier semestre au moins. Mes parents ont essayé de me contacter 14 fois. Tous les appels téléphoniques sont bloqués. 23 messages textes, tous non lus. 6 emails filtrés en spam. 2 lettres manuscrites renvoyées non ouvertes. Je ne les lis pas. Je ne réponds pas. Je ne m'engage pas. Ce n'est pas de la colère. C'est juste rien. Ce sont des étrangers qui partagent mon ADN. Vanessa a essayé de me contacter via Instagram. 3 faux comptes. Je les ai tous bloqués. Elle a demandé à des amis communs de me contacter en son nom. J'ai dit à ses amis d'arrêter. Je ne suis pas intéressée par la réconciliation.
Je ne suis pas intéressé par les explications. J'ai fini. Mais voici ce à quoi je ne m'attendais pas. Je vais bien. Je vais plus que bien. J'ai une moyenne générale de 16/20. J'ai un emploi en ligne cet été au cabinet d'avocat de Maître Antoine Mercier. Il m'a offert un stage en droit des personnes âgées. J'ai des candidatures prêtes pour la faculté de droit, axées sur la planification successorale et la prévention des abus envers les personnes âgées. J'ai Jordan qui m'appelle sa sœur maintenant. J'ai la famille Leclerc qui me traite comme si j'avais toujours fait partie de leur famille. J'ai des professeurs qui croient en moi. J'ai un avenir qui m'appartient. Et j'ai grand-mère Gisèle. Je garde sa photo sur mon bureau maintenant. Elle est plus jeune sur la photo, peut-être 50 ans, portant un cardigan bleu, souriant comme si elle connaissait un secret. Elle connaissait un secret. Elle savait que j'aurais besoin de protection contre ma propre famille. Elle me l'a donné 15 ans avant que je sache que j'en aurais besoin. Au dos de la photo, il y a une note de son écriture. Je l'ai trouvée en fouillant dans de vieilles boîtes la semaine dernière pour les 18 ans de Célestine. Tu es aimée. Tu es protégée, toujours. Grand-mère. Elle a écrit cela en 2011. J'avais 6 ans. Elle a vu ce qui allait arriver. Elle a construit des murs autour de moi faits de documents légaux et de structures de fiducie et d'un avocat qui tiendrait ses promesses même après sa mort. Voilà à quoi ressemble l'amour. Pas le genre qui envoie des messages « fais-le maintenant » pendant qu'elle ne peut pas vérifier, pendant que tu es sur une table d'opération. Le genre qui te protège même au-delà de la tombe. Le genre qui s'assure que tu as une issue, même quand tu ne sais pas encore que tu en as besoin. J'apprends à quoi ressemble une vraie famille. C'est Jordan qui m'apporte du café pendant que j'étudie. C'est Linda qui fait des draps de lavande parce qu'elle se souvenait que j'aimais la lavande. C'est Robert qui me tient la porte pendant que je brûle des lettres d'excuses que je n'ai jamais demandées. C'est Théo qui m'apprend les jeux vidéo parce qu'il veut que je rie. C'est Maître Antoine Mercier qui se rend à l'hôpital dès qu'il voit une alerte parce qu'il a fait une promesse à ma grand-mère il y a 15 ans. Mes parents ont choisi Vanessa. Ils ont choisi son confort au détriment de ma santé, ses désirs au détriment de mes besoins, ses dettes au détriment de mon avenir. Très bien. Je me choisis maintenant. Je choisis les personnes qui se sont montrées, les personnes qui m'ont protégée, les personnes qui m'ont considérée comme digne d'être sauvée. Et je choisis de construire une vie où j'aide d'autres personnes à faire de même. Où j'aide des grands-mères à créer des fiducies pour protéger des petits-enfants qui ne savent pas encore qu'ils ont besoin de protection. Où j'aide des familles à créer des structures juridiques qui ne peuvent être violées, même par les personnes censées vous aimer le plus. Je vais terminer ma dernière année. Je vais postuler à la faculté de droit. Je vais me spécialiser dans le droit des personnes âgées et la planification successorale. Je vais m'assurer que d'autres enfants aient ce que j'ai eu. Une grand-mère qui a vu l'avenir et a construit une forteresse autour de lui. Le 30 mars, j'ai reçu mon relevé de compte fiduciaire par la poste. Solde, 43 047,83 €. Assez pour ma dernière année. Assez pour les candidatures à la faculté de droit. Assez pour terminer ce que grand-mère Gisèle m'a aidé à commencer. Je ne pense plus à mes parents. Pas comme avant. Je ne me demande plus pourquoi ils ne m'aimaient pas assez. Je ne leur trouve pas d'excuses. Je n'imagine pas de réconciliation. Je sais juste qu'ils sont partis et que je suis libre. La mère de Jordan m'a demandé la semaine dernière si je voulais rester tout l'été. J'ai commencé à pleurer. Des larmes de joie. Le genre de larmes que je ne connaissais pas avant tout cela. C'est à cela que ressemble l'amour. Pas le genre qui vous vole pendant que vous dormez. Le genre qui vous tient la porte ouverte pendant que vous marchez vers votre avenir. Le genre qui dit, tu fais partie de la famille maintenant et le pense. Le genre qu'une grand-mère construit pour vous quand vous avez 6 ans, sachant que vous en aurez besoin quand vous en aurez 21. J'apprends, et je vais y arriver.